Bonjour à tous et bienvenue sur EPS pour une nouvelle série de vidéos sur les mouvements de particules ou de planètes ou de satellites dans un champ de force newtonienne. Alors, on va voir ce à quoi correspondent donc les forces newtoniennes dans un premier temps. Alors, je vous rappelle le principal objectif de cette première partie, puisque c'est quelque chose qui est assez dense, je dirais comme chapitre, c'est d'acquérir les éléments théoriques nécessaires donc à la suite des deux autres parties qui vont suivre. En prérequis, il sera nécessaire de connaître les interactions gravitationnelles et électrostatiques, tout au moins leur expression vectorielle, de bien maîtriser le théorème du moment cinétique. Alors, je vous rappelle qu'il existe une petite vidéo sur le théorème du moment cinétique. La fonction énergie potentielle qu'on associe à une force conservative, la définition de l'énergie mécanique bien entendu, et donc la notion de force conservative qui sera associée donc à la conservation de l'énergie mécanique. Alors, revenons tout d'abord donc à ce qu'on appelle donc une force newtonienne. Alors, une force newtonienne, c'est une force qui va prendre une forme particulière, c'est-à-dire que le vecteur force va pouvoir se mettre sous la forme moins lambda sur r au carré suivant UR, UR étant le vecteur unitaire radial du système de coordonnées sphérique. Donc on voit que F ne dépend que de R, c'est une force qui est en 1 sur R au carré, tout comme donc la force d'interaction gravitationnelle dont vous connaissez son expression et la force d'interaction donc électrostatique dont vous connaissez son expression également. Alors, s'il s'agit de force d'interaction gravitationnelle, eh bien, ça veut dire qu'ici que lambda va être égal à G fois le produit des masses qui sont en interaction, avec G la constante universelle de gravitation. Et si jamais donc, il s'agit donc de force d'interaction donc électrostatique, eh bien lambda sera égal à moins k fois le produit des charges électriques qui sont en interaction, avec k une constante de proportionnalité qui vaut 9 fois 10 puissance 9 dans le système international des unités, et grand G, donc la constante universelle de gravitation, qui vaut environ 6,7 10 puissance moins 11, toujours dans le système international des unités. Donc voilà, donc la force newtonienne sera une force qui pourra s'écrire sous cette forme-là. Donc, dans le développement que nous allons faire, tout ce que nous allons dire pourra être vérifié, qu'il s'agisse d'interactions gravitationnelles ou d'interactions électrostatiques, ou encore d'autres forces qui pourraient se mettre sous cette forme-là, avec une constante lambda qui pourrait s'écrire donc d'une autre manière. Bien, alors, si on regarde un petit peu, ces forces newtoniennes sont forcément ce qu'on appelle donc des forces centrales, c'est-à-dire que à tout instant, cette force va être dirigée vers le même point. Si vous prenez par exemple la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur un satellite, eh bien cette force d'interaction gravitationnelle va être toujours dirigée vers le centre de la Terre, donc opposé donc au vecteur unitaire radial ici, donc du système de coordonnées sphériques. Donc, qui dit force centrale, la première répercussion, je déplace ce qu'il ne faut pas, voilà. Donc, première répercussion pour une force centrale, ça va être que, en application du théorème du moment cinétique, je rappelle, donc, si on applique le théorème du moment cinétique, celui-ci nous dit que la dérivée temporelle du moment cinétique par rapport, donc le centre ici d'attraction, on va l'appeler O, donc d'un point M, et bien celui-ci donc est égal au moment par rapport au même point O de la résultante des forces. Donc si on imagine que l'on calcule ici donc le moment par rapport au point O d'une force centrale, eh bien ici on a égal au vecteur nul, donc si F est centrale. Donc, je vous rappelle que la validité mathématique de ceci, c'est que la force centrale va être parallèle au vecteur OM dans la définition du moment de la résultante des forces. Alors, ceci donc a pour conséquence directe que le moment cinétique va être égal à un vecteur constant, et si on calcule donc le moment cinétique qui est égal donc à un vecteur constant ici, une des conséquences de cette constante du moment cinétique, c'est que nous allons avoir un mouvement qui aura lieu donc dans un plan, et dans l'étude qui va suivre, eh bien, ce plan,
on va choisir le plan z égale 0 du système de coordonnées cylindrique, ce qui va permettre de ramener notre étude de système du système de coordonnées sphérique au système de coordonnées polaire, c'est-à-dire en fonction de UR et de Uθ. Alors, quand nous sommes dans ce plan z égale 0, l'expression du vecteur moment cinétique va être relativement simple. Donc, dans le système de coordonnées polaires, le moment cinétique va pouvoir, donc d'après sa définition, s'écrire sous la forme OM multiplié vectoriellement par le vecteur quantité de mouvement. Dans ce système de coordonnées, dans le plan z égale 0, OM va pouvoir s'écrire sous la forme R fois UR, multiplié vectoriellement par M fois, donc le vecteur vitesse va pouvoir s'écrire sous la forme R point suivant UR plus R θ point suivant Uθ. Je vous rappelle que ça, c'est possible parce que nous nous sommes placés dans le plan z égale 0, ce qui est une conséquence de la conservation du moment cinétique. Donc en fait, ce mouvement le plan z égale 0, c'est celui qui va contenir le vecteur OM et le vecteur vitesse à l'instant initial. Si on développe ce produit donc vectoriel, donc en distribuant, donc UR vectoriel UR, bien ça fait 0. UR multiplié vectoriellement par Uθ, mais ça va faire UZ. Donc le vecteur moment cinétique, on retrouve une expression qui est quand même assez courante, mr carré, θ point, suivant UZ. Bon, ça, c'est une constante, ce qui est équivalent donc, à dire que si la masse de l'objet étudié est une constante, le vecteur unitaire UZ dans le système de coordonnées donc cylindrique est un vecteur constant. Donc r carré θ point sera égal à une constante. Ça, c'est effectivement donc un résultat important lié à la conservation du moment cinétique. Cette constante, c'est ce qu'on appelle la constante des airs. Bien, donc ça, premier résultat important. Ce sera quelque chose qu'il faudra soit savoir retrouver assez rapidement, soit savoir par cœur l'expression de cette constante des airs. Alors, il est bien entendu préférable de savoir le retrouver. Alors, une fois ceci dit, quand on a donc une force newtonienne et que cette force est conservative, on va avoir une approche énergétique, ce qui veut dire qu'à la force newtonienne, on va pouvoir associer donc une fonction énergie potentielle. Donc, à la force newtonienne que j'ai notée petit f ici, on associe une fonction énergie potentielle. Et cette fonction énergie potentielle, je vous rappelle que pour l'établir, on peut partir de l'égalité d2p est égal à l'opposé du travail élémentaire de la force à laquelle on veut associer une énergie potentielle. Donc ici, la force, on a vu son expression donc dans la première partie. Donc si on remplace le travail élémentaire par son expression, donc moins par moins, ça va se simplifier. Donc ça va nous faire lambda sur R au carré suivant UR, ça c'est pour le vecteur force, multiplié par le vecteur déplacement élémentaire. Alors, vu les circonstances, comme nous sommes dans un mouvement plan, le vecteur déplacement élémentaire va pouvoir s'exprimer dans le système de coordonnées polaires par l'expression, donc ici, dr suivant UR, petit déplacement suivant le vecteur unitaire radial, plus un petit déplacement suivant le vecteur unitaire orthoradial qui est r dθ, donc suivant Uθ. Je vous rappelle, petite astuce pour retrouver ce vecteur déplacement élémentaire quand on n'a pas encore vu les éléments différentiels en mathématiques. Il suffit de penser au vecteur vitesse dans le système de coordonnées polaire ici. Et là, donc je divise tout par dt, chacun des termes, à droite et à gauche de l'égalité. Donc mon égalité reste vérifiée. À gauche de l'égalité, on peut voir ici que ça, c'est bien le vecteur vitesse. Et le vecteur vitesse dans le système de coordonnées polaires, c'est bien r point suivant UR. Donc on retrouve bien le r point écrit sous la forme dr sur dt ici, plus r θ point suivant Uθ. Donc ici, on retrouve bien donc, la composante orthoradiale de la vitesse, r dθ sur dt, pour l'expression du vecteur vitesse dans le système de coordonnées cylindriques. Donc nous retiendrons que ce qu'il y a en bleu.
Alors, ce qui est intéressant, notamment dans cette écriture, c'est qu'ici, on va voir un produit scalaire, donc UR scalaire, UR, ça va faire 1. Et quand je vais distribuer par rapport donc, au deuxième vecteur, qui est le vecteur orthoradial Uθ, UR scalaire Uθ, eh bien, ça fait 0. Ce qui veut dire que pour l'expression d de EP, en remplaçant le vecteur de déplacement élémentaire par son expression, il va nous rester donc ici moins lambda dr sur r au carré, puisque l'UR scalaire UR fait 1. On intègre donc cette expression. Donc si j'en prends la primitive, ce qui est une façon de faire, donc la primitive de 1 sur r au carré, c'est moins 1 sur r. Donc on va avoir moins lambda sur r. Donc comme j'ai pris la primitive, ceci est vrai à une constante additionnelle près. On a donc ici l'expression de l'énergie potentielle associée à la force newtonienne, qui est une force centrale. La constante, eh bien, on peut régler le problème de cette constante en effectuant un choix. Alors, le choix qui est fait habituellement, c'est de dire que l'énergie potentielle, lorsque les deux objets sont infiniment éloignés, on pose cette énergie potentielle égale à 0, ce qui est assez logique. Hein. Les objets, lorsqu'ils sont infiniment éloignés, ils ne sont plus en interaction. On peut donc associer donc, une énergie potentielle nulle à ceci. Et si on pose effectivement l'énergie potentielle nulle à l'infini, bien ça voudra dire ici que la constante va être égale donc à 0. Donc deuxième résultat, ici important, donc avec le choix énergie potentielle nulle à l'infini, on aura une énergie potentielle qui va pouvoir s'écrire sous la forme moins lambda sur r, ce qui est quand même ici assez facile, notamment à mémoriser. Bien, alors, une fois ceci dit, passons donc à l'énergie mécanique, puisque je vous rappelle que ces forces centrales donc, sont dites conservatives. Donc si on intervient donc, au niveau de l'énergie mécanique, donc par définition, vous savez que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique de translation ici, 1/2 de mv carré. L'énergie potentielle, c'est l'expression que l'on vient donc, de démontrer, donc moins lambda sur r, avec v carré. Alors si on regarde un petit peu ce que j'ai écrit donc ici, là, un peu plus haut à droite, là j'ai l'expression de la vitesse, hein, donc du vecteur vitesse. V carré, donc c'est le carré de la norme. Le carré de la norme, donc c'est la somme des carrés des deux composantes. Donc ici, à la place de V carré, je vais pouvoir écrire que c'est 1/2 de m fois r point au carré, première composante au carré, plus 1/2 de m fois donc deuxième composante au carré, c'est-à-dire rθ point, tout ceci au carré. L'énergie potentielle, donc moins lambda sur r. On va pouvoir aussi se servir donc de la constante des airs. On voit que θ point peut être exprimé en fonction de c et de r au carré. Donc θ point est égal à c sur r au carré. Ce qui veut dire que rθ point, ça sera égal à c sur r. Tout ceci au carré, donc avec la constante des airs. Je vais pouvoir avoir une expression pour l'énergie mécanique qui vaut donc 1/2 de mr point carré, ça ne change pas, plus 1/2 de m fois c carré sur r au carré, moins lambda sur r. Alors, expression intéressante pour l'énergie mécanique. Alors déjà, on peut voir deux parties. Il y a une partie qui dépend encore d'un aspect temporel, puisqu'il y a R point. Donc ici, j'ai une première partie qui pourrait s'appeler donc énergie cinétique radiale, puisque ça ne dépend que de la vitesse suivant le rayon R. Donc là, j'aurai une énergie cinétique radiale. De par son expression, bien celle-ci est forcément positive ou nulle. Et nous avons un deuxième terme ici qui ne dépend que de la position. Alors comme ça ne dépend que de la position, c'est ce qu'on a l'habitude de noter une énergie potentielle, mais on voit bien que ce n'est pas l'énergie potentielle définie précédemment, donc associée à la force newtonienne. Donc on parlera ici d'énergie potentielle effective, hein, qui est une fonction effectivement uniquement de R, puisque lambda et c carré sont des constantes, ainsi que la masse de l'objet étudié. Alors, en quoi ceci est intéressant ? Si on écrit donc l'expression donc de l'énergie mécanique, ben, on se rend compte ici que ça va avoir comme conséquence que l'énergie mécanique sera forcément supérieure ou égale à l'énergie potentielle effective. Alors ça, c'est un résultat qui est intéressant effectivement donc d'avoir quand on fait donc des études graphiques. Hein.
Donc l'énergie potentielle, il va falloir, de fait, sera forcément supérieure ou égale à l'énergie potentielle effective. Alors j'ai dit l'énergie potentielle, l'énergie mécanique sera supérieure ou égale à l'énergie potentielle effective. Alors, si on récapitule un petit peu, donc là il y a quelques encadrés, je vais les renoter ici pour en donner un exemple. Alors je vous rappelle, une force centrale, donc de manière générale dans les problèmes que vous allez rencontrer, ça sera la seule force qui va s'exercer, de type newtonien, donc moins lambda sur R au carré suivant UR, donc ça c'est une expression de force, avec lambda qui peut être égal à G fois le produit des masses si c'est l'interaction gravitationnelle, moins K fois le produit des charges s'il s'agit d'interaction électrostatique. Donc ça c'est un premier résultat. Deuxième résultat, donc qui dit donc force centrale dit conservation du moment cinétique, donc dit mouvement plan, et qui dit mouvement plan, ici on va pouvoir déterminer une constante qui est la constante des R, qui va être égale donc à R carré θ point. À partir de ceci, on en définit donc une fonction énergie potentielle. Cette fonction énergie potentielle, c'est une fonction qui ne dépend donc forcément que de la position. Celle-ci donc va pouvoir s'écrire moins lambda sur R à condition d'avoir bien entendu pris l'énergie potentielle à l'infini égale à 0. Alors, les deux ici vont ensemble. L'expression de l'énergie mécanique, ça c'est bien de savoir la retrouver. On peut voir au-dessus que c'est pas très compliqué à retrouver. Alors par contre, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est la conséquence. Ici, on va avoir une énergie mécanique qui va toujours être supérieure ou égale à l'énergie potentielle effective. Alors, en quoi ce dernier résultat est important? Donc là, vous avez effectivement donc 4 informations, je dirais, alors soit mémorisées ou à savoir rétablir assez rapidement. Alors, imaginons que on puisse tracer la fonction énergie potentielle effective en fonction de R. Donc, on peut voir donc, son expression ici en haut à droite, un demi de mc carré sur R carré moins lambda sur R. Imaginons que ça soit dans le cas donc, de l'interaction gravitationnelle, donc lambda est égal à G fois le produit des masses, donc lambda est forcément positif. On voit que cette énergie potentielle va pouvoir effectivement donc, avoir un extrémum, puisqu'on va retirer donc, une grandeur positive à une autre grandeur positive. Donc il est fort probable que celle-ci passe par une valeur extrémale. Alors c'est le cas, c'est ce qu'on étudiera un peu plus tard. Donc on pourra avoir une fonction énergie potentielle qui va pouvoir ressembler à quelque chose comme ceci. Alors, on n'en fait pas l'étude tout de suite, mais vous verrez plus tard que dans le cas de l'interaction gravitationnelle, donc la deuxième ou la troisième partie, qu'on aura ce cas de figure. Donc ça, c'est l'énergie potentielle en fonction de R. Si on prend donc une certaine énergie mécanique, qui ici est un mouvement conservatif, donc c'est une énergie mécanique qui va rester constante au cours du mouvement, c'est-à-dire ça va être la même en tout point du mouvement. Donc imaginons que cette énergie mécanique soit négative au départ. Ça nous donne 2 points d'intersection avec la fonction énergie potentielle effective. Et d'après ce qu'on a dit, d'après ce qui est encore encadré au-dessus, avec donc une énergie mécanique qui doit toujours être supérieure ou égale à l'énergie potentielle effective, mais on voit bien que l'énergie mécanique ici est supérieure à l'énergie potentielle effective dans cette partie-là, ce qui est tout à fait visible. Ça veut dire qu'ici, on va avoir 2 rayons. Donc, un premier rayon ici que je vais appeler R minimal, donc R min. Un deuxième rayon que je vais appeler R max, qui va être ce point-là. Et l'énergie mécanique est supérieure à l'énergie potentielle effective seulement entre ces 2 rayons. Ce qui signifie que ici, entre R mix et R max, c'est là où on aura un mouvement possible, qui va être borné. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est en dehors de cet intervalle sera inaccessible avec cette énergie mécanique telle que j'ai prise ici. Et là, vous vous doutez bien, donc un mouvement qui va être compris donc, entre R min et R max, et je vous rappelle que R, c'est la distance au centre attractif, ici. Eh bien, ce mouvement possible, eh bien, ça va être un mouvement qui va sans doute être du type elliptique, puisque quelque chose qui tourne en ayant donc une position minimale, une distance minimale et une distance maximale, ça doit bien ressembler effectivement donc à une ellipse. Bien. Alors là, on a fait un petit peu le tour
des données, je dirais, théoriques, de façon à pouvoir aborder sereinement donc, la suite. Donc je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie pour ce chapitre qui est effectivement un peu long, mais c'est normal, c'est un chapitre de fin d'année. À bientôt pour la deuxième partie.